Ce vendredi-là, une fine pluie tombait, mais mon cœur rayonnait. Je fredonnais doucement, sentant enfin le poids de décennies s'alléger de mes épaules. Était mon dernier jour officiel chez Costuras de Houreau, l'entreprise que j'avais bâtie à la sueur de mon front, à partir de la petite boutique de tailleur laissée par mon époux adoré. Laura, ma fille unique, le centre de mon univers, m'avait promis un dîner de fête. J'avais hâte de la serrer dans mes bras, de trinquer à cette nouvelle étape de notre vie. J'avais signé mes papiers de retraite sans même hésiter, lui confiant la direction de l'entreprise et de la maison. La confiance. Était le seul sentiment que j'y éprouvais. J'ouvris le portail, m'attendant à une odeur de rôti, mais je ne trouvais qu'une odeur d'ozone et une fraîcheur qui ne venait pas de la pluie. Laura se tenait sur le seuil, mais ce n'était pas ma Laura. Ses bras étaient croisés, et ses yeux, que j'avais si souvent vus pétiller de joie, étaient ternes, durs comme la glace. À côté d'elle, sur le trottoir mouillé, se trouvaient 2 valises, de grandes valises de voyage. Mon sourire s'effaça. Laura, qu'est-ce que c'est que ça? Où vas-tu? Tu as perdu la tête, ma fille. Le dîner va refroidir. J'essayais de rire, mais le son sortit sec, comme une feuille morte. Je ne comprenais toujours pas. Mon cerveau refusait d'assimiler la scène. Je pensais à une mauvaise blague, peut-être à une étrange surprise, mais son silence était pesant, assourdissant, et le froid commença à me gagner les pieds. Elle s'avança, sa voix fendant la bruine comme une lame. « Je ne vais nulle part, c'est toi qui pars. » J'eus l'impression que mon estomac se nouait. Le sang se retira de mon visage, laissant ma peau glacée. « Quoi? De quoi parlez-vous » Elle lança alors une petite valise vers moi. Une valise que je reconnus immédiatement. La maison a été vendue, l'entreprise aussi. Ces paroles n'avaient aucun sens. Ce N était que des sons. « Vendu » balbutiai-je, m'agrippant à la grille en fer pour ne pas tomber. « Tu m'as tout donné hier. Tu te souviens? Il ne te reste plus rien ici. » Je cherchais mon souffle. J'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing en plein cœur. Un coup qui m'avait privé de tout oxygène. Mes jambes ont flanché. Un mafile. Comment? Et moi? Où vais-je aller? Ai-je supplié, la voix étranglée par la panique qui commençait à m'envahir? Je ne sentais plus la pluie. Je ne ressentais plus rien d'autre qu'une terreur absolue. Laura me regardait comme si j'étais une étrangère, une mendiante à sa porte. Il n'y avait pas la moindre trace de remords, d'amour, de passé sur son visage. C'était un masque de mépris. « Débrouille-toi. Tu as toujours été douée pour ça. » Avec une force que je ne lui connaissais pas, elle a claqué le portail de fer au nez. Le bruit métallique final a résonné dans la rue déserte, scellant mon destin. Le clac de la serrure était le bruit de mon cœur qui se brisait. Je suis tombée. Je me suis effondrée à genoux sur le trottoir mouillé, la boue tachant ma robe de cérémonie. Les larmes, brûlantes, se mêlaient à la pluie froide. Dévastée. Était le seul mot. J'y étais brisée, rejetée comme un déchet par ma propre famille. Ma main tremblait tandis que je rampais jusqu'à la petite valise qu'elle avait jetée. Était une vieille valise en cuir usé, celle de mon défunt mari. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Pourquoi me l'avait-elle donnée? J'ai ouvert le fermoir rouillé, m'attendant à trouver de vieux vêtements, peut-être quelques photos pour me torturer. Mais sous un vieux manteau moisi, mes doigts ont touché quelque chose de dur. Une lourde enveloppe en cuir, ornée du sceau doré de l'ancien atelier de tailleur. Mon cœur a raté un battement. Je sais ce que vous pensez. Comment une mère peut-elle endurer une telle chose? Comment une fille peut-elle commettre un acte aussi monstrueux? Mon monde venait de s'écrouler, là, sur ce trottoir froid et humide. Je serrais contre moi cette enveloppe de cuir, dernier vestige de mon passé, sans me douter qu'elle renfermait mon avenir. La douleur était physique, une oppression dans la poitrine qui m'empêchait presque de respirer, un frisson qui me parcourait l'échine et qui n'était pas dû à la pluie. Ce qu'elle contenait allait tout changer. Mais, à cet instant précis, je n'étais qu'une femme de 62 ans, trahie et abandonnée. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque mes doigts tremblants ont ouvert ce fermoir, ce que j'y ai découvert et comment mon choc a commencé à se muer en colère, j'ai besoin de vous demander une petite faveur. Si vous écoutez mon histoire et que vous ressentez, comme moi, cette boule dans la gorge, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Cliquez aussi sur « J'aime »
car cela permet à ma voix de résonner plus largement et d'atteindre d'autres personnes qui vivent peut-être la même chose. Et j'aimerais vraiment savoir, d'où me regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant votre ville. Je lis chacun d'eux et cela me donne une force immense de savoir que je ne suis pas seule, de voir à quel point ces histoires de résilience voyagent. Votre soutien me permet d'être là et de revivre cette douleur, afin qu'elle puisse peut-être servir d'avertissement ou de force à quelqu'un d'autre. Maintenant, je dois revenir à cette nuit-là. Pour comprendre l'ampleur du choc, le froid qui m'a paralysée sur ce trottoir, il faut remonter le temps, quelques semaines en arrière. Ce moment, agenouillé sous la pluie, marquait la fin d'un rêve. Ce jour aurait dû être le plus beau de ma vie depuis la naissance de Laura. Je venais de signer mes papiers de retraite, fière du devoir accompli. Moi, Elena, la veuve qui avait transformé un petit atelier de couture en une entreprise respectée, j'allais enfin pouvoir me reposer. J'avais bâti Costuras de Ouro de mes propres mains, sacrifiant ma jeunesse, mes week-ends, ma vie personnelle. Tout ça pourquoi? Pour que Laura ait la meilleure éducation, les meilleures opportunités, pour qu'elle ne ressente jamais le vide que j'ai ressenti. Je lui ai tout donné. Ces dernières semaines, Laura était rayonnante. C'était le seul mot qui me venait à l'esprit. Elle était plus proche, plus affectueuse que jamais. Elle venait me voir au bureau, m'apportait mon café et me disait combien elle était fière de moi. Elle m'a présenté un plan pour numériser l'entreprise, affirmant que maman méritait de se reposer, qu'il était temps pour elle de prendre les rênes et de faire connaître notre nom au monde entier. Elle employait de beaux mots, expansion, commerce électronique international. Naïvement, je la voyais comme ma successeur. Je voyais en elle mon défunt mari, la même ambition. J'ignorais que son ambition était d'une autre nature, une ambition prédatrice et sombre, dirigée contre moi. Tout a commencé avec cette idée de modernisation. Laura m'a persuadé que j'y étais épuisée, que ma façon de faire des affaires était dépassée. « Maman, tu as trop travaillé », me disait-elle en me caressant les cheveux. « Laisse-moi m'occuper de tout. Tu devrais voyager, t'occuper de ton jardin. » Elle me brossait un tableau idyllique de ma retraite, un repos bien mérité qu'elle se chargerait elle-même d'organiser. Moi, veuve depuis 20 ans, entièrement dévouée à cette entreprise, je me permettais d'en rêver. Je croyais qu'elle agissait par amour, par gratitude. En réalité, elle me préparait au pire, m'endormant de belles paroles pour que je ne voie pas le couteau qu'elle me tendait dans le dos. Elle a toujours eu honte de mon travail. Je le savais, au fond de moi. Elle pensait que la confection de vêtements était un travail provincial, manuel, comme elle l'avait elle-même dit adolescente. Mais elle n'a jamais eu honte du luxe que ce travail lui offrait. Les voitures, les voyages, les vêtements de marque. J'ai ignoré ces signes, pensant que ce N était qu'une passade. Quand elle est arrivée avec le projet d'expansion, j'y ai vu une rédemption. Je me suis dit, enfin, elle comprend la valeur de ce que nous avons construit. Elle veut honorer l'héritage de son père. J'y étais aveugle, aveuglée par mon amour inconditionnel, par mon besoin désespéré qu'elle soit aussi fière de moi que je l'étais d'elle. C'est alors que Ricardo est apparu. Laura l'a présenté comme un conseiller en investissement, un génie de l'immobilier. Il avait une voix suave, parlait vite et utilisait un jargon technique qui me donnait le tournis, effet de levier, actifs immobiliers, prospection d'entreprises de construction. Je me sentais comme une vieille femme naïve à côté de lui. Lui et Laura passèrent des heures enfermés dans le bureau, à rire et à analyser des tableurs. Je croyais que c'était du travail. Aujourd'hui, rien que d'y repenser, j'ai un goût amer dans la bouche. Ce n'était pas un conseiller, c'était son amant, et tous deux étaient en train de tracer le chemin de ma ruine, en prenant ma propre maison comme point de départ. Le plan d'expansion N était que pure fiction, et j'y ai cru sans hésiter. Laura m'a montré des graphiques colorés, des projections de bénéfices qui semblaient impossibles. Le plan, selon elle, consistait à obtenir un important prêt international. Elle affirmait que des investisseurs européens s'intéressaient à Golden Stitches, mais qu'il nous fallait restructurer les actifs de l'entreprise. Elle parlait avec un tel enthousiasme, ses yeux brillaient d'une telle intensité, que J était complètement sous son charme. Je souhaitais tellement qu'elle réussisse, qu'elle devienne plus importante que moi.
Je ne voyais pas que cette lueur dans ses yeux n'y était pas de l'ambition professionnelle, mais de la pure cupidité. Puis vint le premier document administratif. Laura m'appela dans la salle de réunion, l'air grave. « Maman, pour faciliter ce prêt international, il faut faire vite. Les investisseurs ne peuvent pas attendre ta signature pour chaque petite décision. C'est trop de bureaucratie. » Elle me plaça devant un épais document. « C'est juste une procuration générale, maman. Uniquement pour les affaires de l'entreprise. Comme ça, je peux signer les contrats d'expansion en ton nom. Une procuration générale. » J'hésitai un instant. Un frisson étrange me parcourut l'échine. Mais elle sourit. Ce sourire que j'aimais tant. « Fais-moi confiance, maman. C'est pour notre avenir. » Et je lui fis confiance. J'ai signé. J'ai signé sans lire une seule clause. Mon cœur débordait de fierté. L'incertitude n'avait plus sa place. Je passais le relais. Était mon heure de repos. La sienne de briller. Je lui ai tendu le stylo et elle m'a serré dans ses bras. Une étreinte forte, dont je sais maintenant qu'elle était feinte. Elle m'étranglait et je croyais à de l'affection. À cet instant précis, je lui ai légalement donné le pouvoir de vendre mon âme, et je l'ai fait sans sourciller. Moi qui avais toujours été si méticuleux avec mes fournisseurs, si intransigeant en négociation, j'ai livré mon empire sur un plateau d'argent à cause d'un sourire. Une semaine plus tard, ce fut le second coup dur, le coup de grâce. « Maman, encore une galère administrative », dit-elle en levant les yeux au ciel, exaspérée. « La Banque internationale exige que le siège social soit enregistré au nom de la société et non au tien pour servir de garantie. La maison. Ma maison, le siège social d'origine, l'endroit où j'ai élevé ma fille, où mon mari est mort, c'est juste pour faciliter le prêt, maman. Une simple formalité. » Elle m'assura que ce « N » était que temporaire. J'ai signé l'acte de transfert de propriété, j'ai cédé ma maison, ma fondation, à la société qu'elle contrôlait désormais entièrement. Je me suis débarrassée de tout. J était complètement aveugle. Avec le recul, tous les signes étaient là. Les appels chuchotés auxquels elle répondait dans une autre pièce. Le regard de Ricardo, non pas avec un respect professionnel, mais avec une complicité qui me donne la nausée aujourd'hui. Les réunions urgentes du week-end. Je justifiais tout. Elle travaille dur, me disais-je. Elle fait de son mieux. Haji était tellement désespérée qu'elle soit la fille que j'idéalisais que j'ai ignoré la fille qu'elle était réellement. Une manipulatrice froide et ingrate qui me détestait, mon travail, la vie provinciale que je lui offrais. Pendant que je rangeais mes albums photos, rêvant des cours de jardinage que j'allais enfin suivre, Laura et Ricardo étaient chez le notaire pour finaliser la vente. Leur plan était simple et diabolique. Ils n'allaient rien agrandir. Ils allaient liquider, tout vendre. Costuras de Houreau ne valait rien pour eux, sauf le terrain. Le terrain où l'entreprise et ma maison avaient été construites. Ce terrain, en plein centre-ville, valait des millions pour une entreprise de construction. Ricardo, l'agent immobilier sans scrupules, avait déjà trouvé un acheteur. Ils allèrent vendre mon héritage comme un terrain vague. Leur plan était de s'enfuir, de vendre le fruit de mes sacrifices, de transformer mes rêves en argent facile et de disparaître. Partir en Europe, mener une vie de luxe à mes dépens, et moi, je n'entrais pas dans leur jeu. J était un problème dont il fallait se débarrasser. La procuration générale et le transfert de propriété étaient les armes dont ils avaient besoin. Ils n'avaient plus besoin de ma signature. J était devenu insignifiant dans ma propre histoire. Et je ne l'ai compris que lorsque la porte s'est refermée brutalement sur moi. Ce dîner de célébration, quelle farce cruelle. J'en ai la nausée rien que d'y penser. Il n'y a pas eu de dîner, il n'y a pas eu de célébration. C'était juste l'échéance. L'échéance pour que je quitte les lieux avant que les nouveaux propriétaires, l'entreprise de construction de Ricardo, n'en prennent possession le lundi suivant. Elle m'a fait croire à cette fête pour être sûre que je n'y serais pas, pour que je parte tranquillement, en me croyant à ma retraite bien méritée. Elle comptait m'expulser à la dernière minute, sans me laisser le temps de réagir, sans nulle part où aller. Elle voulait me briser psychologiquement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, sur le trottoir mouillé, J était la définition même de la défaite. Une vieille femme naïve, trompée par sa propre fille. Le choc fut si violent que la douleur ne m'avait pas encore complètement envahie. Il ne me restait qu'un vide glacial. J'avais tout signé, j'avais tout remis. Il ne me restait plus rien.
Rien que cette vieille valise de mon défunt mari, qu'elle m'avait jetée comme un os à un chien. Et puis, tremblante de froid et d'incrédulité, j'ai finalement ouvert la lourde enveloppe de cuir à l'intérieur. Je ne cherchais pas le salut, mais c'est pourtant bien ce que j'y ai trouvé. Je ne sais même pas comment je suis arrivée là. Je me suis traînée dans la rue détrempée, invisible aux yeux du monde. Chaque pas était une torture. Son « débrouille-toi », lancé avec tant de mépris, résonnait dans ma tête, couvrant le bruit de la pluie. Je suis entrée dans le premier hôtel miteux que j'ai aperçu, un endroit à l'enseigne aux néons vacillantes et à l'odeur âcre de moisie et de désespoir. J'ai payé avec le peu d'argent qu'il me restait. La réceptionniste ne m'a même pas regardé correctement, sans doute habituée à voir des gens brisés. J'avais juste besoin de 4 murs. J'avais juste besoin d'un endroit où m'effondrer, loin des regards. La honte d'être là, dans cet endroit sordide, était presque aussi douloureuse que la trahison. Moi, Elena, propriétaire de Golden Stitches, réduite à ça. J'ai jeté la valise trempée sur le sol de la chambre. La moquette était fine et tachée. Assise sur le lit qui grinçait, la réalité m'a frappée de plein fouet. Tout mon corps s'est mis à trembler de façon incontrôlable. Je n'avais plus de maison. Je n'avais plus d'entreprise. Et, pire encore, ce qui me déchirait l'âme, était de ne plus avoir de fille. Qu'avais-je fait de mal? Où avais-je tant failli? Tout l'amour que j'avais donné, tous les sacrifices, tout cela avait-il été vain? La douleur était un gouffre dans ma poitrine, aspirant toute lumière, tout air. J'ai sangloté, d'une voix sèche et pitoyable. J était complètement seule. Mon regard se posa sur la plus petite valise, celle de mon mari. Celle que Laura m'avait jetée comme un déchet, était l'insulte suprême. Elle n'avait même pas pris la peine de me rendre mes propres affaires. Elle m'avait donné les restes du grenier. J'ouvris la fermeture éclair rouillée, la colère bouillonnant sous une épaisse couche de choc. Elle voulait m'humilier, me rappeler que J était aussi vieille et oubliée que cette valise. J'enlevai mon vieux manteau, sentant la naphtaline et un passé qui semblait à jamais révolu. Et puis je la vis, l'enveloppe en cuir. Mes doigts tremblaient tellement que j'avais du mal à le soulever. Il était lourd, épais, avec le sceau d'or d'origine du tailleur, d'avant même que je ne rêve d'en faire Golden Stitches. Le sceau était intact. Je ne l'avais pas touché depuis 20 ans. Mon cœur fit un bond étrange, un mélange de peur et d'autre chose. Une étincelle. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi était-il là? Laura, elle, n'en savait rien. Pour elle, ce n'était qu'un vieux bout de papier dans une vieille valise. Mais mon mari, il gardait tout. Il était méticuleux. J'ai ouvert la fermeture éclair. À l'intérieur, pas d'argent, pas de bijoux, rien que Laura puisse considérer comme précieux. Il n'y avait que des papiers jaunis par le temps, à l'écriture élégante et à l'encre bleue délavée. J'ai ressenti une pointe de déception. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Une lettre? Une solution miracle? Je n'avais que l'acte de naissance de la société que je venais de perdre. Était l'acte de propriété originale du terrain et les premiers statuts de l'atelier de tailleur. La douleur est revenue, vive et aiguë. Était mon passé qui me revenait en pleine figure. J'allais le refermer, le jeter de côté, mais quelque chose a attiré mon attention. J'ai commencé à lire le texte dense et juridique, des mots que je comprenais à peine à l'époque. Je lisais des informations sur la fondation, sur le partenariat entre mon défunt mari et moi. Était le document que nous avions signé ensemble, plein de rêves, dans une petite pièce exiguë. Et puis, mon regard s'est posé sur une clause précise, une clause dont je me souvenais vaguement qu'il avait insisté pour y inclure, contre mon gré. Pour te protéger, Elena, avait-il dit en me prenant le visage entre ses mains. Les affaires sont les affaires. La famille est la famille, mais la protection est la protection. J'avais pensé que était une exagération à l'époque. Je faisais confiance à tout le monde. La clause était claire. Usufruit viager. Les mots brillaient sur la page jaunie comme des néons. Le texte stipulait, en termes juridiques sans équivoque, que moi, Elena, j'aurais le droit d'habiter et d'utiliser la propriété, le siège social de l'entreprise, jusqu'à ma mort. Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu, encore et encore, indépendamment de la propriété légale de l'entreprise ou des ventes futures. J'ai eu le souffle coupé. Jusqu'à ma mort. Je n'étais pas sans ressources, je n'étais pas à la rue,
J était propriétaire de ce terrain, Lave-carte. C était ça. Le trésor N n'était pas de l'or. C était de l'encre sur du papier. C était la loi. Soudain, le brouillard du choc se dissipa et la fraude de Laura devint limpide. J'ai vu exactement ce qu'elle avait fait. Ce courtier, Ricardo, ils ont utilisé les documents récents de la société. Ils ont utilisé la procuration que j'avais signée comme une idiote. Ils ont utilisé l'acte de transfert de propriété que j'avais signé, aveuglés par l'orgueil. Mais ils ont oublié un détail. Ils ont oublié de présenter cet acte fondateur, le document fondateur, le document qui remplaçait tous les autres. Ils n'ont pas oublié, ils l'ont caché. Ils savaient que si ce document était révélé, l'accord avec l'entreprise de construction s'effondrerait. L'entreprise n'aurait jamais acheté un terrain inutilisable, un terrain occupé par une vieille dame bénéficiant de droits viagers jusqu'à son décès. Ils ont enterré le document original et n'ont utilisé que les nouveaux registres, les registres propres, qui ne mentionnaient pas l'usufruit. C était une fraude, un faux document, un mensonge idéologique. Mon sang, jusque-là glacé par la panique, s'est mis à bouillir d'une rage que je ne soupçonnais même pas. L'ironie était si crue que j'ai failli rire. Un rire sec m'a échappé. Laura, dans son arrogance, dans sa hâte de me voir humiliée dans le caniveau, m'avait donné l'arme du crime. Elle avait jeté à mes pieds la preuve de sa propre supercherie. Si elle m'avait jeté dehors avec mes vêtements, avec mes bijoux, j'aurais été perdue. Mais elle m'a jeté la valise de son père, cette valise qu'elle n'avait jamais eu la décence d'ouvrir, qu'elle considérait comme de la vieille ferraille. Et dans cette ferraille se trouvait mon bouclier, mon épée, mon mari, mon cher, prudent et brillant mari. 20 ans depuis sa disparition, et il veillait encore sur moi. Avait-il perçu chez Laura, enfant, quelque chose que, dans mon aveuglement maternel, j'avais refusé de voir? Avait-il pressenti qu'un jour j'aurais besoin de protection, non pas contre des étrangers, mais contre ma propre chair et mon propre sang? Un frisson me parcourut l'échine. Il avait toujours su lire entre les lignes. Il me protégeait même au-delà de la mort. Et Laura, qu'il avait toujours trouvé trop simple, venait d'être vaincue par son intelligence. J'ai examiné le document. Ce N n'était plus un simple bout de papier. C était une arme redoutable. La fortune N n'était pas de l'argent. C était un droit. Le pouvoir légal de tout annuler. Le pouvoir d'arrêter les machines, de geler les comptes, de reprendre ce qui m'appartenait. Je ne me battais pas seulement pour une maison. Je me battais pour mon héritage, pour mon honneur, et pour la mémoire de l'homme qui m'avait tout donné, et que ma fille avait tenté d'effacer. La tristesse avait disparu. Le chagrin pour ma fillesse s'était dissipé. À sa place, une froideur implacable s'était emparée de moi. J'avais besoin d'une confirmation. Je n'étais pas avocate. J était en plein désarroi, mais il me fallait une certitude absolue avant de franchir la prochaine étape. J'ai pris mon téléphone portable. Mes mains, qui tremblaient auparavant, étaient désormais d'une stabilité à toute épreuve. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des mois, mais que je connaissais par cœur. Le numéro du docteur Almeida, l'ancien avocat de la famille. L'homme que mon mari appelait le tuteur. L'homme que Laura S. était empressée de congédier dès le premier mois de son plan de modernisation. Elle l'a congédié parce qu'il en savait trop. Elle l'a remplacé par un jeune cabinet d'avocats coûteux qui ignorait tout de l'affaire des Points d'or. Elle l'a écarté car il était le seul à connaître la clause d'usufruit. Elle était maligne, mais pas assez. Elle n'avait pas prévu que j'avais encore son numéro. Elle n'avait pas prévu que je possédais le document original. Elle me prenait pour une vieille dame sentimentale, facile à manipuler. Quelle erreur! Une erreur fatale qui allait tout lui coûter. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Sa voix endormie répondit « Almeida ». Il était presque minuit, un vendredi. Je n'hésitais pas. « Docteur Almeida, c'est Elena de Golden Stitches. Excusez l'heure. » Ma voix était froide, maîtrisée. Aucune panique. Ce N n'était pas la voix d'une victime. C était la voix d'un général prêt à partir au combat. J'ai été trahi, docteur. Ma fille m'a jeté à la rue. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'un protecteur. Je le sentis se redresser dans son lit, la somnolence s'estompant dans sa voix, remplacée par une soudaine urgence. Je lui ai tout raconté, en phrases courtes et précises. La procuration, le transfert de propriété. La scène sur le trottoir.
les valises, la vente. Chaque mot était une étincelle dans le brasier de ma colère. Il écoutait en silence, un silence pesant, vibrant d'indignation. Quand j'eus terminé, il prit une profonde inspiration. Elena, cette fille, je ne lui ai jamais fait confiance. Depuis qu'elle a éconduit ma demande avec ce courriel glacial, j'ai senti que quelque chose clochait. Elle voulait carte blanche, sans que personne connaissant son passé ne puisse s'en mêler. « J'ai le contrat original, docteur, » dis-je en l'interrompant, « celui que votre mari et moi avons signé. » Puis je le lui lus, la clause de usufruit viager. À l'autre bout du fil, le silence fit place à un son qui ressemblait à un petit rire incrédule. « Mon Dieu, Elena, bien sûr, l'acte authentique, je l'ai rédigé moi-même avec votre mari. Il y tenait absolument. Il a dit que c'était sa garantie. » Sa voix se fit plus forte, la voix d'un avocat qui sent le profit. « Elena, écoute-moi attentivement, » dit-il, désormais pleinement réveillé et d'une voix dure. « Ils ne peuvent pas te faire sortir de là. Ils ne le peuvent pas. La vente est frauduleuse. Ce qu'ils ont fait est un crime. Ils ont délibérément omis le document principal de la transaction. Ils ont trompé l'entreprise de construction et, plus grave encore, ils t'ont escroqué. » Chaque mot qu'il prononçait était un baume. Ce haine n'était pas seulement ma colère. C'était la loi. La loi était de mon côté. La justice était de mon côté. Et j'allais m'en servir sans pitié. Ils ne peuvent pas vendre ce qui ne leur appartient pas pleinement, poursuivit-il, son esprit juridique s'activant rapidement. La société est peut-être propriétaire du terrain actuellement, grâce à votre signature, mais vous en avez, elle, usage, à perpétuité. Ce terrain vaut des millions, mais seulement s'ils peuvent y construire. Et ils ne peuvent pas y construire tant que vous êtes en vie et que vous y habitez. Ils ont acheté, ou plutôt, ils ont essayé d'acheter, un gouffre financier. Je fermai les yeux, imaginant le visage de Laura lorsqu'elle découvrirait que son projet à $1 million était parti en fumée. Les larmes que j'avais versées sur le trottoir avaient séché. Les pleurs, le désespoir, tout avait disparu. À leur place, un vide glacial, une clarté absolue. Je ne pleurais plus ma fille disparue. Ma fille bien-aimée était morte depuis longtemps, remplacée par cet étranger avide et cruel. Et cet étranger, je l'anéantirais. Je n'allais pas pleurer. J'allais agir. J'allais reconquérir chaque parcelle de ce qui m'appartenait. Le choc fit place à une détermination froide. Je n'étais plus une mère trahie. J'y étais une adversaire. « Docteur, que fait-on maintenant ?» demandai-je d'une voix calme. J était prête à recevoir des ordres. J'avais passé ma vie à en donner dans mon entreprise, mais à cet instant, J était une soldate. Il était mon général. Avant tout, et surtout, Elena, êtes-vous en sécurité? Où êtes-vous? Je lui ai donné le nom de l'hôtel. Parfait. Fermez la porte à clé. Ne sortez pas. Et surtout, n'appelez pas Laura. N'envoyez pas de SMS. Ne faites rien. Laisse-la croire que tu es vaincu, ordonna-t-il d'une voix dure. Laisse-la croire que tu pleures dans un coin, brisée, elle et son amant. Laisse-les fêter le week-end. Laisse-les trinquer à leur victoire. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. L'arrogance, c'est ce qui les fera chuter d'autant plus brutalement. J'aimais ça. L'idée de Laura fêtant ça, riant à mon nez, pendant qu'on dressait l'échafaud, me procurait une satisfaction sombre et profonde. La date limite pour les nouveaux propriétaires est lundi, n'est-ce pas? Elle t'a mis à la porte vendredi, réfléchit-il. Ça veut dire que le dernier versement de l'entreprise de construction devrait avoir lieu lundi matin. Ils attendent cette manne. Ils croient que lundi, c'est le jour de paix. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. On va faire de ce jour de paix un véritable cauchemar. Le jour du jugement dernier. Lundi, à 8 heures précises. Je serai à la réception de cet hôtel. Pas à 1h30. À 8 heures pile. Apportez le document original. Ne le perdez surtout pas, ordonna-t-il. Nous irons directement au tribunal. Avec cet acte de propriété, nous obtiendrons une injonction pour une reprise de possession immédiate. Le juge nous l'accordera avant même que son café ne soit froid. La fraude est trop flagrante. Reprise de possession. Je rentrai chez moi, par mes propres moyens. Ah, mais nous n'allons pas nous arrêter là, Elena, dit le docteur Almeida. Nous allons déposer une requête en gel de la vente. Nous allons informer l'entreprise de construction de la fraude. Elle cessera immédiatement les paiements. Et nous allons demander le gel de tous les actifs de Costuras de Ouro, en invoquant la falsification de documents.
Elle ne pourra pas récupérer un seul centime de ce qu'elle a déjà vendu. Il se rapprochait dangereusement. Laura n'aurait nulle part où aller. L'argent disparaîtrait avant même d'arriver sur son compte. Ils vont se faire prendre à leur propre piège, poursuivis-je, nos esprits enfin synchronisés. Ils seront au bureau, probablement avec du champagne, à attendre que les millions tombent sur leur compte, et la seule chose qui arrivera, ce sera une injonction du tribunal. Et la police. Le plan était parfait. Cruel. C était exactement ce qu'il méritait. Je n'allais pas seulement récupérer ma maison, j'allais récupérer mon entreprise. J'allais récupérer ma vie. Exactement. Et Elena, prépare-toi. Nous allons demander une enquête criminelle pour fraude et escroquerie. Ce qu'ils ont fait n'est pas une simple querelle familiale, c'est une affaire de police. Une affaire de police. Ma fille, j'ai ressenti une vive douleur. Mais ce ne fut qu'un instant. Elle ne me considérait plus comme sa famille lorsqu'elle m'a jetée à la rue. Elle n'était plus ma famille. Elle était devenue mon ennemie. Faites ce qu'il faut, docteur. Justice soit faite. Sans pitié. Dors, si tu peux, Elena. Lundi sera une longue journée, dit-il d'une voix plus douce. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Ils ont sous-estimé la veuve. Je raccrochais. La chambre d'hôtel miteuse ne ressemblait plus à une prison. Elle avait des allures de quartier général. Je ne dormis pas, bien sûr. Impossible. Je passais la nuit entière à fixer cette enveloppe de cuir. Je ne pleurais pas. J'aiguisais ma colère. J'affûtais ma détermination. J'attendais samedi matin, puis dimanche matin. Chaque heure était un pas de plus vers ma vengeance. Samedi fut la journée la plus longue de ma vie. J'y étais enfermée dans cette pièce. J'ai commandé à emporter, que j'ai à peine entamée. Chaque minute me paraissait une éternité. J'imaginais Laura. Était-elle avec Ricardo? Fêtait-il quelque chose? Découvrait-il des destinations en Europe avec mon argent? Se moquait-il de la vieille naïve Zee qu'ils avaient si facilement dupée? Cette pensée attisait ma rage. Je n'avais ni faim ni fatigue. Je ressentais seulement une énergie froide et électrique me parcourir les veines. L'adrénaline de la chasse. Je me suis forcée à analyser le plan encore et encore. Il ne pouvait y avoir aucune faille. L'acte était en sécurité, caché sous le matelas fin. J'ai repassé mentalement chaque étape décrite par le docteur Almeida. Le tribunal, l'injonction, l'huissier, la police. Le mot « police » m'a donné des frissons. Voir ma fille confrontée à la loi, mais je me suis alors souvenu de la porte de fer qui s'était refermée sur moi. Fais avec, et le frisson s'estompait. C était justice. Ce N était pas de la vengeance. C était justice. Dimanche, un sentiment nouveau m'envahit. Un calme inquiétant. Je n'étais plus en colère. J'y étais concentrée. Je pris une longue douche chaude. Je me débarrassais de la saleté du trottoir. Je chassais l'odeur du désespoir. Je contemplais mon reflet dans le miroir taché de la salle de bain. La femme qui me fixait n'était pas Elena de vendredi, la mère fière et aveugle. C était une femme plus âgée, certes, mais ses yeux étaient durs comme des diamants. C'étaient les yeux de la fondatrice de Golden Stitches, la femme qui avait survécu à la mort de son mari et bâti son entreprise à partir de rien. J'avais peu de vêtements dans la grande valise que Laura y avait jetée. De vieux vêtements, qu'elle jugeait indignes. Mais j'y ai trouvé une robe. Une simple robe bleu marine que je portais au travail. Je l'ai suspendue et j'ai essayé de la défroisser avec la vapeur de la douche. Je n'allais pas me présenter au bureau lundi comme une victime. Je n'allais pas y aller la tête baissée. J'allais y aller comme une reine. La reine qui revient pour reprendre son trône. Et j'allais m'assurer que les usurpateurs soient là pour assister au couronnement. Dimanche soir, C était différent. J'ai presque eu pitié de Laura. Presque. Pitié pour l'âme pourrie qu'elle était devenue. Pitié pour l'avidité qui l'avait consumée au point de détruire sa propre mère. Qu'est-ce qui pousse une fille à faire une chose pareille? Quand l'argent est-il devenu plus important que les liens du sang? Je n'aurai jamais la réponse. Et, franchement, j'ai réalisé que je m'en fichais. Le « pourquoi » ne changeait rien au « à quoi ». Et le « quoi » était la trahison. Une trahison impardonnable. Mon devoir N était plus de la comprendre. Mon devoir était de l'arrêter. Je me suis allongée sur le lit. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas demandé d'aide. J'ai simplement fermé les yeux et me suis concentrée sur le bruit de la porte en fer qui claquait. Débrouille-toi.
Tu as toujours été douée pour ça. Elle avait raison. J'ai toujours été douée pour me débrouiller. Je m'en suis sortie après la mort de mon mari. Je me suis débrouillée pour élever ma fille seule. Je me suis débrouillée pour créer une entreprise. Et maintenant, j'allais encore me débrouiller. J'allais lui montrer, à son amant et au monde entier, de quoi J était capable. Le réveil était programmé pour 6 heures du matin. Mais J était déjà levé. Lorsque les premiers rayons gris du soleil du lundi matin ont filtré à travers la fenêtre sale de la chambre d'hôtel, je me suis levée. Je me suis habillée. J'ai peigné mes cheveux et les ai attachés en un chignon serré. J'ai saisi l'enveloppe en cuir. J'y étais prête. Maman était morte. La femme d'affaires impitoyable était de retour. Et elle allait récupérer son entreprise. Lundi était arrivé. Le jour de l'affrontement. Le jour de la justice. Ce lundi-là, à 8 heures précises, le docteur Almeida se trouvait dans le hall de l'hôtel miteux, comme convenu. Il n'avait pas l'air d'un avocat. Il ressemblait plutôt à un bourreau, avec sa mallette en cuir noir et son regard déterminé. Je lui ai tendu l'enveloppe contenant l'acte de propriété. Il la tenait comme une relique sacrée. Le trajet jusqu'au tribunal s'est fait en silence. Je n'étais pas nerveux. J éprouvait un calme glacial. C était comme si je me préparais à une négociation capitale, la plus importante de ma vie. Je n'allais pas récupérer ma maison. J'allais lancer une OPA hostile contre ceux qui avaient tenté de me ruiner. J était concentré, implacable. Au tribunal, tout s'est enchaîné très vite. Le docteur Almeida avait des contacts, mais surtout, il détenait la vérité. La fraude était si flagrante, si manifeste, que le juge n'a eu besoin que de 10 minutes. La clause d'usufruit viager était limpide. L'omettre constituait un délit. L'ordonnance de saisie fut signée d'un trait de plume furieux. Le gel de la vente et des actifs de la société suivit immédiatement. À notre sortie, 2 policiers en uniforme nous attendaient. Le docteur Almeida avait tout orchestré. La justice n'allait pas se contenter de frapper à la porte. Elle allait l'enfoncer. Quand la voiture s'est arrêtée devant Golden Stitches, mon cœur s'est emballé. 1 fois, 2 fois. Ce N était pas de la peur. C était le grondement de la guerre. Le logo que j'avais créé brillait timidement sous le soleil matinal. Et dans la cour, je l'ai vu. Une équipe de démolition. Des hommes casqués, mesurant les murs extérieurs. Ils étaient là pour anéantir mon héritage. Ma colère s'est cristallisée. Je suis sortie de la voiture. Le docteur Almeida à mes côtés, les policiers juste derrière. J'ai marché vers ma porte et, pour la première fois depuis des jours, je me suis sentie chez moi. J était prête à chasser les envahisseurs. J'ai poussé les portes vitrées de l'entrée principale. La climatisation était allumée, un froid glacial. Et puis je l'ai entendu. Des rires tonitruants, victorieux, venant de mon bureau. De ma suite présidentielle. Puis, le bruit caractéristique d'une bouteille de champagne qui s'ouvre. Le pop a résonné dans le hall vide. Il trinquait à ma ruine, aux millions qu'il pensait empocher, tandis que les hommes dehors se préparaient à anéantir mon passé. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais ce N était pas de la peur. C était de la haine pure. Ils dansaient sur ma tombe, sans se douter que J était derrière eux. Nous nous sommes arrêtés devant la porte du bureau, qui était ouverte. Cette scène restera à jamais gravée dans ma mémoire. Laura et Ricardo, debout près de mon bureau en acajou, 2 verres de cristal levés, une bouteille de champagne hors de prix fumante. Ils regardaient par la fenêtre les ouvriers de la démolition, leur sourire empli d'avidité. À la fin de la semaine, cette vieille bicoque ne sera plus que poussière, mon amour, dit Ricardo en l'embrassant sur les épaules. Et nous serons à Monaco. Laura rit, d'un rire strident qui ne ressemblait en rien à celui de ma fille. Laura fut la première à me voir. Son sourire ne s'effaça pas. Au contraire, il s'élargit, se muant en un masque de mépris et de moquerie. « Maman, qu'y a-t-il? Tu as perdu quelque chose ?» Elle me scruta de la tête aux pieds, fixant ma robe de travail bleu marine. « Tu es venue chercher d'autres vieux vêtements? »« Je suis désolée, je crois qu'on a déjà tout jeté. La maison n'est plus à toi. Tu l'as oubliée ?» Elle prit une gorgée de champagne avec arrogance, savourant sa cruauté. Elle pensait vraiment avoir gagné. Elle était loin de se douter de ce qui allait suivre. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement avancé. Mes jambes étaient de ferme comme des racines. Je me suis arrêtée devant mon bureau, celui que mon mari avait choisi.
Laura et Ricardo me regardaient, comme si j'y étais un insecte. J'ai plongé mon regard dans le sien, ses yeux qui avaient jadis été mon univers. Je ne suis pas venue chercher des vêtements, Laura. Ma voix était froide, calme, tranchant l'atmosphère festive. D'un geste délibéré, j'ai déposé l'ordonnance du tribunal sur la table en verre. Le son était sec, définitif. Je suis venue chercher ma maison, et je suis venue chercher mon entreprise. Ricardo, le courtier à la langue bien pendue, cessa de sourire. Son verre trembla, et du champagne se répandit dans sa main. Il arracha le papier de la table. Ses yeux, jadis brillants d'avidité, parcoururent à présent frénétiquement le jargon juridique. Je vis l'instant précis où il comprit. Il se décomposa. Il devint livide, blanc comme un linge. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une injonction? Une saisie immédiate? Un gel de la vente? C'est une plaisanterie? Il me regarda, la panique lui montant à la gorge. C'est impossible, hurla Laura. Son visage, autrefois si suffisant, se crispa en une expression de fureur et de confusion. Elle frappa le verre, qui tomba et se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Toi, comment as-tu pu faire ça? Elle pointa du doigt le docteur Almeida, qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec les policiers. C'est un canular, c'est un piège. Maman, comment as-tu osé faire ça? Je t'ai tout donné, tu m'as tout donné, c'est signé. Sa voix était hystérique, désespérée. Elle n'arrivait toujours pas à croire que son plan parfait était en train de s'effondrer. Je m'approchai d'elle, si près que je voyais les gouttes de sueur perler sur son front. Ma voix était un murmure, mais lourde comme du plomb. Comment l'ai-je eu? Sur la carte que tu m'as donnée, ma fille. Sa confusion était presque pathétique. Elle regarda autour d'elle, déconcertée. Quelle carte? De quoi parlez-vous? Avez-vous enfin perdu la tête, vieille femme? Je souris. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Un sourire tranchant comme une lame. Dans la valise, dans la vieille valise de ton père. Celle que tu as jetée dans la rue, sous la pluie, comme un vulgaire déchet. J'ai savouré l'instant, observant la compréhension qui lui échappait. Tu croyais me donner de vieux chiffons, Laura? Tu croyais m'humilier avec les souvenirs de ton père? Je marquai une pause, laissant le silence peser lourd. Mais tu me donnais les clés du château. Dans cette valise se trouvait l'acte de propriété, le document original de l'atelier de tailleur, le document que tu as oublié de montrer à l'entreprise de construction. Laura pâlit aussi vite que Ricardo. Elle avait enfin compris. Le choc fut total. La clause d'usufruit viager? Lança la voix forte et autoritaire du docteur Almeida. Il entra dans la pièce, suivi des policiers. Un document légal, signé par le fondateur, votre père, Laura. Un document qui garantit à Madame Helena le droit d'habiter et d'utiliser cette propriété jusqu'à son décès. Un document essentiel que vous avez tous deux opportunément omis de négocier. Messieurs, ceci s'appelle un faux en écriture. Une escroquerie. La vente est bloquée. L'argent ne sera pas débloqué. Ricardo laissa échapper un son étouffé, comme un animal pris au piège. Il regarda son téléphone portable, la main tremblante au point de peiner à le tenir. L'argent! Le virement! Ça n'a pas marché! Ça n'a pas marché! Hurla-t-il, les yeux exorbités. Il se tourna vers Laura, non pas avec amour, mais avec une haine féroce. Toi, tu m'avais dit que C était propre. Tu m'avais assuré que la vieille était finie. C'est de ta faute si je suis là. Leur rêve de devenir millionnaire s'était évanoui en moins de 5 minutes. L'avidité avait fait place à une panique viscérale. La panique l'envahit. Ricardo, l'amant pour lequel elle avait trahi sa propre mère, comprit que sa carrière et sa liberté étaient anéanties. Il était complice d'une escroquerie de plusieurs millions de dollars. Et, comme tout lâche, il tenta de se sauver la peau. Il pointa un doigt tremblant vers Laura. Je ne savais pas. Je vous jure, messieurs les agents, elle m'a trompé. C était-elle. Elle a tout manigancé. Elle m'a assuré que tout était en règle, que la vieille dame avait tout signé et n'avait plus aucun droit. Je suis une victime. Elle s'est servie de moi. J'observais la scène avec un détachement froid, presque chirurgical. Le grand amour de Laura, l'homme pour lequel elle avait abandonné sa propre mère, la livrait en pâture au lion au premier signe de difficulté. Quelle alliance pitoyable, bâtie sur l'argent sale. Ils n'étaient même plus loyaux l'un envers l'autre.
Ils étaient deux rats qui se mordaient pour tenter de s'échapper du navire qu'ils avaient eux-mêmes coulé. J éprouvait du dégoût. Un dégoût profond et amer pour eux deux. Laura regarda Ricardo, les yeux écarquillés par sa trahison. L'homme qui lui avait murmuré des promesses de Monaco la dénonçait maintenant pour se sauver. C était le coup de grâce, qui brisa le peu qui lui restait. Le masque de son arrogance se fissura et s'effondra. Elle me regarda, puis les policiers, et sembla suffoquer. « Non, non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est à moi de droit. J'ai travaillé pour ça. J'ai modernisé cette vieille entreprise. » Sa voix était le cri désespéré d'une enfant gâtée prise en flagrant délit. « Tu n'as rien modernisé, Laura, » dis-je d'une voix basse, mais chaque mot sonnait comme un verdict. « Tu n'as rien construit. Tu ne sais que détruire. Tu as essayé de voler. Tu as essayé de détruire l'héritage de ton père, cet héritage même qui t'a tout donné. Je me suis approchée d'elle, les yeux fixés sur les siens. Et tu as échoué. Tu as échoué parce qu'au final, tu n'es que comme les ordures que tu as jetées sur le trottoir, arrogante, insouciante et bonne à rien. » Le docteur Almeida, voyant que la confrontation était terminée, se tourna vers les deux policiers qui, jusque-là, avaient tout observé impassiblement, tels des statues. « Vous pouvez les arrêter tous les deux. Escroquerie et faux. » Le bruit des menottes métalliques se détachant de la ceinture fut une douce musique à mes oreilles. C était le son le plus doux et le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. C était le son de la justice, froide et inéluctable. Les policiers agissaient avec efficacité. Ricardo se mit à gémir, à supplier, accusant toujours Laura. Mais Laura, elle ne se débattait pas, elle ne criait plus, elle s'effondra, tout simplement. Le choc fut total, absolu. Elle me regarda une dernière fois tandis qu'il lui mettait les mains dans le dos. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, plus de moquerie, juste un vide terrifié et incrédule. Le vide de celle qui avait tout misé sur son arrogance et qui avait tout perdu. Ils l'avaient menottée. Ma fille. Ils l'ont emmenée dehors. Ricardo hurlait, se débattait. « Je suis innocent !» C était-elle. Mais Laura restait silencieuse, le visage pâle, le regard vide. Elle est passée devant moi, menottée, escortée hors du bureau qu'elle avait tenté de cambrioler. À cet instant, j'ai cherché au fond de moi une once de pitié, une étincelle d'amour maternel, la douleur de la perte. Je n'ai rien trouvé. La source était tarie. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais la justice. Je sentais le poids de mon monde retomber sur mes épaules. Mais cette fois, ce N était pas un fardeau. C était ma force. J était de retour. Golden Stitches était à moi. Une année s'est écoulée. Une année qui m'a paru une éternité, et pourtant si courte. Le bureau où Laura et Ricardo ont débouché le champagne prématurément n'existe plus. Je l'ai rasé, mais pas comme ils l'avaient imaginé. Aujourd'hui, à sa place, se dresse une aile moderne et épurée, tout de verre vêtu, qui abrite le cœur créatif de Costuras de Ouro. Point d'or. L'odeur de moisi et du passé a laissé place à celle des tissus neufs et de l'avenir. Je ne suis plus chez moi, je suis dans mon empire. Et de mon nouveau bureau, non pas en acajou, mais en acier et en verre. Je contemple la ville entière, je vois tout. La tentative de fraude de Laura fut l'erreur la plus coûteuse de sa vie et ma plus belle opportunité. L'entreprise de construction, informée de la fraude et de mes droits d'usufruit viager, paniqua. Démasquée, complice d'un crime, elle voyait son projet de plusieurs millions de dollars paralysé par une vieille dame. Le docteur Almeida et moi-même n'avons fait preuve d'aucune clémence. Au lieu d'annuler la vente, nous avons renégocié. Voulait-il le terrain? Il pouvait l'avoir. Mais à mes conditions. Je ne serai plus un obstacle, mais un partenaire. La menace d'un scandale public a été d'une efficacité redoutable. Ils n'ont finalement acheté qu'une partie du terrain. La partie arrière, pour 3 fois le prix négocié par Ricardo avec Laura. Une somme exorbitante. Grâce à ce capital, j'ai non seulement sauvé Costuras de Ouro, mais je l'ai révolutionné. J'ai modernisé toutes les machines, embauché les meilleurs stylistes et numérisé ce que Laura prétendait vouloir faire. Je n'étais plus prisonnier du passé. Je m'en suis servi comme base. Costuras de Ouro a cessé d'être un fabricant de vêtements de taille moyenne. Aujourd'hui, nous dictons la mode. Le nom que Laura jugeait provincial
figure désormais sur les étiquettes des plus grandes boutiques. Le docteur Almeida est devenu bien plus qu'un avocat. Il est mon bras droit, le président du conseil d'administration. Nous avons assaini l'entreprise. Elle, expansion, dont ma fille se servait comme prétexte, je l'ai concrétisée. Nous avons exporté. Nous avons grandi. Je ne suis plus la mère naïve qui signait des papiers sans les lire. Je suis Donna Elena, l'entrepreneuse du secteur sidérurgique. Chaque contrat, chaque ligne, est examinée avec la plus grande attention. La douleur de la trahison m'a appris la plus dure des leçons. La confiance est un luxe qui se mérite. Elle ne se donne pas, et plus jamais je ne me laisserai surprendre. Mon cœur, autrefois brisé, est désormais à l'abri. On me demande comment j'ai pu faire ça à ma propre fille. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas vu la porte de fer se refermer brutalement. Ils n'ont pas senti la pluie glaciale. Je n'ai rien fait à Laura. J'ai simplement cessé d'essayer de la protéger d'elle-même. Je l'ai laissée affronter les conséquences de ses actes. Le procès a été expéditif. Les preuves étaient irréfutables. L'acte de propriété, les signatures, la tentative de vente frauduleuse, les aveux pathétiques de Ricardo, tout était là. Leur château de cartes s'est effondré en public, et ce fut une humiliation. Ricardo, le courtier sans scrupules, fut le premier à tomber. Il tenta de fuir le pays avant même son procès, mais fut arrêté par la police fédérale à l'aéroport. Son arrogance, son bagout, tout s'était évanoui. Au tribunal, il n'était plus qu'un homme petit et tremblant, qui pleurait et suppliait. Il fut reconnu coupable de fraude, d'escroquerie et de complicité. Il écopa de la peine maximale. Si j'ai bien compris, il perdit sa licence, sa réputation et sa liberté. Il ne trompera plus jamais personne. Il croupira en prison pendant longtemps, là où il mérite d'être. L'entreprise de construction a dû payer une lourde amende à l'État. En plus des millions de dollars d'indemnisation qu'elle m'avait versés, le scandale a terni sa réputation. Mais elle s'en est sortie. Pour elle, ce n'était qu'une perte financière. Pour moi, CE était la justice qui me donnait les moyens de reconstruire mon héritage. J'ai utilisé leur argent pour construire la nouvelle aile de l'usine et, symboliquement, j'ai fait ériger un haut mur entre ma propriété et la partie qu'ils avaient rachetée. Un rappel quotidien que les bons murs font les bons voisins, surtout quand on a déjà essayé de vous détruire. Et Laura, ma fille, la justice a été plus clémente envers elle, car c'était sa première infraction, mais pas assez pour qu'elle s'en sorte. Elle a été condamnée. Elle a tout perdu. Son nom, l'argent qu'elle n'a jamais possédé, l'entreprise qu'elle a tenté de voler. Elle a été déshéritée. Le docteur Almeida s'est assuré qu'elle ne toucherait plus jamais un centime de ce que j'avais bâti. Elle a perdu sa mère, son amant et sa liberté. Elle purge sa peine dans un régime semi-ouvert. Une justice à la fois poétique et cruelle, que même moi je n'aurais pu imaginer. Je ressens une paix intérieure. Une paix étrange, une paix froide, mais authentique. Je me lève tôt, hume l'odeur du café et contemple mon usine qui vibre de vie. Je n'ai plus l'amour d'une fille, mais j'ai retrouvé l'amour de moi-même. J'ai retrouvé la femme que j'y étais avant de devenir mère. Forte, compétente, impitoyable quand il le fallait. L'Elena qui a survécu au veuvage et à la pauvreté. La trahison de Laura, au final, a été un feu qui a consumé toute ma faiblesse. Il ne m'en est resté que l'acier. Je ne lui ai pas rendu visite. Je n'ai reçu aucune lettre. Pour moi, la fille que j'ai élevée est morte ce vendredi pluvieux, sur le trottoir. La femme qui est allée en prison est une étrangère, une coquille vide animée par une cupidité que je ne reconnais pas. Je ne la hais pas, plus maintenant. La haine exige de l'énergie, et je préfère utiliser la mienne pour gérer mon entreprise. Ce que je ressens, c'est de l'indifférence. Un vide glacial. Elle a fait son choix, et j'ai fait le mien. J'ai choisi de survivre. J'ai choisi de prospérer. Son régime carcéral semi-ouvert l'oblige à travailler le jour. Travaux d'intérêt général, imposés par l'État. Elle n'avait pas le choix. Et c'est là que l'histoire trouve son véritable dénouement, la boucle est bouclée. Elle fut affectée au service de nettoyage de la ville. On lui remit un uniforme orange délavé et un balai. Un travail digne et honnête, comme un autre. Mais le destin, ou peut-être un juge à l'humour mordant, l'affecta à mon quartier. Le quartier où elle avait grandi. Je l'ai vue hier, sans le vouloir. Je sortais du bureau dans ma nouvelle voiture,
Moteur silencieux, climatisation allumée. Et elle était là, sur le même trottoir, exactement là où elle m'avait claqué le portail au nez. Elle balayait les ordures du caniveau. La sueur perlait sur son visage. Ses cheveux étaient négligemment attachés. Elle paraissait plus âgée, plus maigre. Et ses yeux, jadis pleins d'arrogance, étaient maintenant baissés, sans vie, fixés sur le sol sale. Elle leva les yeux au passage de ma voiture. Nos regards se croisèrent un instant à travers la vitre teintée. Je ne sais pas si elle m'a reconnue. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas ralenti. J'ai continué ma route. Elle est restée là, son balai à la main, à regarder ma voiture disparaître au coin de la rue. Elle était exactement là où elle voulait que je sois, dans le caniveau, aux prises avec les ordures. La différence, c'est qu'elle avait bien mérité d'être là. Et moi, j'y étais sur le chemin du retour. Je suis arrivée dans mon nouvel appartement, un magnifique logement avec une vue apaisante. Je me suis versé un verre de vin, pas de champagne. Assise sur mon balcon, j'ai contemplé le logo Golden Stitches, qui se détachait sur le ciel nocturne. Le logo créé par mon mari, le logo que j'avais précieusement conservé. Je n'éprouvais ni triomphe, ni joie. J'y éprouvais l'équilibre. La balance de la justice, qui avait si violemment penché en ma défaveur, était enfin rétablie. La dernière image de ma fille restera à jamais gravée dans ma mémoire. Elle, en uniforme de balayeuse, balayant le trottoir où elle a tenté de me détruire. Elle me regardait avec haine, avec envie, avec un ressentiment qui brûlait même de loin. Et moi, je n'ai rien ressenti. Absolument rien. Elle est devenue poussière. Poussière qu'elle doit maintenant ramasser elle-même. Je suis Elena. Je suis Golden Stitches. Et j'ai survécu. J'ai gagné. Et voici mon histoire.